Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour le fameux bilan de l'année. Alors il n'y a pas eu autant de films que prévu, mais ça reste amplement suffisant pour partager de grandes expériences. Il n'y a pas de classement ou d'ordre précis, mais plutôt des lignes verticales et horizontales, des colorations clair-obscur et des liaisons de forme et de temps. Un dessin d'émotion et de perception où vont s'agencer toutes les nuances de nos cohérences. Alors en avant, que le voyage commence. On entame avec La Voie de la justice, qui brille notamment par la sobriété avec laquelle il se développe. Le rythme permet de nous immerger dans l'injustice et le fonctionnement anodin des choses contre lesquelles on n'a aucune emprise. Plutôt porté sur l'émotion que d'interminables débats que l'on connaît déjà tous. Ce qui est pas mal aussi, c'est le titre français pour le coup, qui nous dépeint une route, un chemin vers, une notion, une idée, un précepte. C'est à la fois une thématique que l'on retrouvera dans les prochains films dont je vais vous parler, mais également tout au long de cette vidéo. On enchaîne avec une pépite dramatique de l'année, Dark Water, avec un sujet absolument effroyable de par son côté insidieux et anodin. Celle des industries, ces sociétés qui vendent des produits du quotidien en utilisant des produits chimiques qui sont nocifs pour l'être humain, en toute conscience de cause et en toute impunité. C'est un long chemin de peine et de déboire, de solitude et de sacrifice, de procédures où même les preuves irréfutables ne suffisent pas. Chaque pas en avant, chaque petite victoire mène vers un nouveau combat interminable. C'est l'irrémédiable lutte de l'homme contre son propre système, qui prend en compte les différentes classes sociales, l'échelle de compréhension des choses par rapport à chacune d'elles, et qui nous rappelle ainsi que l'on est tous liés les uns aux autres par un même destin. Il n'y a pas de victoire, simplement une lutte perpétuelle qui requiert notre présence, notre résistance. Un film sobre et sincère, précis et documenté, aussi glaçant que captivant, et qui entre en résonance avec les préoccupations sanitaires et environnementales actuelles. Et puisque l'on parle d'un scandale, parlons de Scandale, dont on a fait un retour avec les amis à chroniqueurs, qui raconte le grand combat contre la loi du silence, invisible et pernicieuse, où chacun protège ses intérêts, condamnés eux-mêmes à suivre les protocoles et les valeurs de l'entreprise. Quelques scènes subtiles et gênantes, en double teinte puisqu'elles font participer le spectateur sur ce qu'il désire lui-même voir, l'impliquant dans ces jeux que l'on est censé dénoncer. Un jeu d'apparence, de mensonges et de faux-semblants, d'autant plus ironique puisqu'il se déroule dans le monde de l'information et des médias. C'est l'ère des réseaux sociaux où chacun participe et alimente les informations, créant justement des buzz et des scandales. L'irrépressible désir ou besoin de réaction des gens font partie intégrante du processus de réussite de ces industries. Un film traité avec grande justesse, poignant et percutant tout en étant très divertissant, porté par un trio d'excellence, qui prend l'ascenseur de cette tour aux illusions pendant que les rois sont en décadence. Trois femmes qui pourraient très bien n'être qu'une seule et même personne, à trois périodes de leur existence, trois étapes dans la hiérarchie sociale, qui coexistent dans cet écosystème bien rodé, bien huilé, où les individus ne sont que de passage dans le cadre de la vie. Et l'on poursuit dans les faux-semblants et conflits qui opposent l'homme et la femme avec l'art du mensonge et son duo de choc. Un film qui se construit comme un film d'arnaque, un jeu du chat et de la souris aux différentes couches émotionnelles, différentes strates temporelles qui habillent et maquillent chacun des personnages, avec une thématique qui fonctionne autant dans le temps que dans le présent. Malgré quelques failles évidentes, le film cherche à nous duper par sa forme et son genre, pour nous donner l'illusion que l'on peut tout comprendre. Mais le cœur d'une femme est un océan de secrets. C'est plus profond que vous pensez, dit-elle. Un métamessage de vérité
d'un mensonge si ancré qu'il altère l'identité jusqu'à l'oublier. L'on ne saurait totalement ressentir et saisir les nuances et variations du poids de toute une vie. Le suivant est une autre type de route, celle d'un road trip vers l'amour. Queen and Slim, emprunté par un couple de personnages totalement différents. L'un porté sur les a priori, les préjugés, des règles et du système, là où l'autre est insouciant, profitant de chaque instant, en étant simple et détendu. Dans ce prolongement, il y a une réflexion sur la manière de se définir, être soi ou être décrit par la fonction d'une chose, comme son métier par exemple. Ils n'ont pas de nom, juste des surnoms, devenant une représentation, une inspiration. C'est la distinction entre ce qu'ils sont à l'intérieur et la manière dont les gens vont s'emparer de leur image comme d'un symbole. C'est un road trip vers la conciliation de ces deux aspects de nous et de la société. Il y a presque une mécanique de super-héros de la quête identitaire. Et pour continuer cette quête, on poursuit avec un film inventif, atypique et décalé, quadrillionnaire, qui dépeint l'isolement social, l'enfermement familial, les carences de l'identité, de la normalité, la captivité de l'hérédité, d'un sentiment ou tremblement qui éveille la curiosité, passant de l'inadaptation à l'acceptation, de l'autorisation à l'émancipation. C'est aussi une forme de road trip, d'escroquerie à double sens dans la cité des anges, où l'on est comme happé par le rythme et le surréalisme d'une ville touchant la lumière, l'extraordinaire. Un film burlesque et absurde dans sa forme, où chaque situation révèle, couche après couche, de la mélancolie et de la poésie. Le prochain film est, comme son nom l'indique, le dernier volet d'une saga d'exception, Ip Man 4, le dernier combat. Historiquement passionnant, essayant toujours de mêler la petite et la grande histoire, et venant rendre ici en plus un hommage au cinéma. On retrouve et ressent cette ambiance des films du genre de l'époque et avec lesquels on a grandi. Donnie Yen sidère toujours autant pour l'intensité de son engagement physique, la virtuosité des combats qui allient l'élégance et la brutalité, dans des scènes dynamiques et jouissives, parfaitement bien orchestrées. Ip Man est un personnage fascinant de par sa noblesse d'âme. Il a une véritable présence, puissance qui s'en dégage, tout en étant calme et posé, rempli de fragilité, de sobriété. C'est un homme de valeur qui a la volonté de faire changer les choses, luttant sans cesse contre les préjugés, cherchant toujours ce qui réunit les individus malgré leurs différences. Le film parle d'héritage, de transmission, avec une relation filiale touchante, partagée entre tradition et émancipation, qui se prolonge dans cette Amérique des années 60, rongée et marquée par la discrimination envers les immigrés, mais aussi dans la communauté chinoise divisée par les assauts extérieurs et intérieurs des précédents opus. Des schémas narratifs déjà vus, déjà connus, mais qui n'en amoindrissent pas le propos, n'en changent pas la pertinence, et ne montrent au final qu'un aperçu de ce qu'ont vécu au quotidien toute une génération. L'un des points clés dans la vie même de Bruce Lee. Peut-être que le film gardera un goût d'inachevé ou d'abrégé pour certains, mais ça reste une excellente clôture. Un film qui cherche avant tout à retrouver un sens premier du spectacle et qui, par ses thématiques, parlera aussi aux néophytes dans le domaine. Et c'est surtout un véritable plaisir d'avoir pu découvrir cette dernière aventure au cinéma. On reste dans l'historique et ses conflits raciaux et culturels avec Antebellum, qui signe une introduction magnifique entre le tragique et l'épique sur une composition dantesque. Au-delà de sa thématique des plus explicites, qui dérangera clairement la plupart des gens, il y a plusieurs niveaux de lecture. La temporalité, les parcs à thème où l'on rejoue l'histoire de manière divertissante, mélangeant la notion de la réalité, de la fiction, de l'imagerie antique et tragique, jusqu'à la création cinématographique, qui rejoue inlassablement le passé, qui le perpétue, dans le remake, le reboot.
mais aussi l'hommage, l'héritage, la mémoire, la tradition et la culture, pouvant s'étendre sur les individus qui se rejouent, se prolongent eux-mêmes de génération en génération, étant presque des récurrences, réincarnations d'autrefois. Quelques séquences excellentes, comme celle à cheval, qui traversent différentes étapes, différentes zones, différents niveaux de lecture, poussant ce cri de rage qui traverse les âges, faisant une percée dans le silence, un message d'expression, de libération. Forcément et fortement engagé dans le film, mais qui pourrait amplement s'étendre de manière universelle. On continue avec un autre film de terreur réelle et non surnaturelle, Invisible Man, qui réinvente le genre en s'intéressant à la violence conjugale et aux relations toxiques, dans lesquelles on a bien du mal à s'échapper. C'est une lutte contre l'invisible, l'inexplicable, qui cherche la domination sans aucune preuve tangible, autant pour le personnage que pour le spectateur. Même absent, l'on ressent encore cette présence qui investit le moindre espace, devenant une menace constante et omniprésente qui nous suit de jour comme de nuit, jouant sur la suggestion, l'imagination, exerçant une véritable emprise émotionnelle, celle qui tient de la paranoïa, de la croyance, qui demeure inaccessible aux yeux des autres. C'est un long chemin de libération pour s'affranchir de nos barrières, nos frontières, en s'appropriant et renversant la notion de l'identité, du pouvoir, par cette entité divine, le costume aux coutumes ancestrales. Un film oppressant et brillant par ce monstre de nature humaine qui allie la technologie et la folie, rempli d'émanations, d'évocations symboliques et métaphoriques, avec une fin et des thématiques aux multiples facettes, autant que celle du film Mother d'Aronofsky. On pourrait même étendre le sujet sur la notion des fantômes, de la présence après la mort et autres phénomènes. Tous ces vides qui n'ont d'autre but que d'être compris et investis par l'homme pour l'incarner, le créer, où l'impossible devient possible, et qui remet en perspective ceux qui disent « je ne crois que ce que je vois ». On continue sur la folie et l'invisible avec Relique, premier long métrage très intime et personnel de sa réalisatrice, explorant la douleur et l'horreur de la démence. Cette conscience qui disparaît progressivement jusqu'à devenir étrangère, au sein de son propre corps comme de sa propre maison. C'est une expérience peut-être pire que la mort que d'être confronté à la dégénérescence de ceux que l'on aime. Une ambiance sonore et visuelle proche des films d'horreur asiatiques, prenant le temps d'installer de la tension, de l'angoisse dans le cadre et le mouvement de caméra. Plutôt axé sur le ressenti, avec beaucoup de rancœur, de secrets enfouis que l'on devine, rajoutant un sous-texte troublant et vacillant, préservant cette part de flou, d'insaisissable, d'une mémoire parsemée d'ombre. Un film qui traite de la responsabilité, de la culpabilité que l'on peut éprouver à l'égard du troisième âge, souvent abandonné et délaissé à son propre sort. Parfois dérangeant, parfois bouleversant, mettant en scène 3 générations de femmes, permettant d'explorer et de jongler sur différents registres et différents points de vue, rappelant ainsi l'importance des rapports humains, de la communication des uns envers les autres et le basculement cyclique des rôles de chacun au sein d'une famille. Le film pourra paraître absurde et d'un rythme incroyablement mou, mais c'est à l'image de cette lente agonie de la vie, comme un cortège funèbre où l'on prépare le défunt avant qu'il ne parte en poussière, comme les souvenirs. Dernier bastillon, dernier rempart de l'esprit pour s'accrocher au monde des vivants, avant l'effacement. Rarement une œuvre n'aura abordé ce sentiment d'impuissance, ce côté inéluctable, irréversible dans lequel personne ne peut en réchapper. Une véritable épreuve, glaçante mais fascinante, et parvenant à faire de cette danse macabre un instant de poésie.
On continue dans le genre funéraire avec The Vigil, qui est également un premier long métrage basé sur du vécu, de l'expérience personnelle, retranscrit sous forme de drame aux allures de conte horrifique et aux multiples références. Tout comme dans Relique, la maison est un personnage à part entière, véritable reflet de l'état psychique des personnages. Tout comme le rapport aux formes, ou plutôt l'informe, projection de nos angoisses, faisant de ces deux films une véritable liaison entre le psychologique et l'horrifique. Ces deux premiers longs métrages ne sont pas totalement aboutis, mais l'on ressent déjà tout l'univers de ces deux nouveaux réalisateurs en devenir. Je profite de The Vigil pour parler d'un sujet qui me fascine, en faisant le lien avec un autre film que j'ai découvert au cinéma la veille de The Vigil, Madre. A priori aucun rapport l'un avec l'autre, et pourtant c'est bel et bien l'histoire d'une femme qui est prisonnière de cette plage. Représentant ses tourments intérieurs, la force et faiblesse de cette femme, bloquée et tournée vers le passé, comme l'est le personnage de The Vigil. Les deux sont confrontés à un drame passé, un deuil dont ils ne parviennent pas à se défaire. Et c'est dans cette longue gestation, tragique et complexe, qu'ils cheminent vers la lumière. Deux situations similaires qui sont exprimées dans deux genres de langages différents. Dans l'un, ça sera une créature invisible, dans l'autre, un jeune garçon. Que ce soit fantastique ou réaliste, les deux sont la manifestation d'une expression refoulée qui se rejoue, pour nous détruire ou au contraire nous guérir. Ce à quoi l'on est confronté au quotidien prend de multiples formes, et n'est pas souvent compris par les autres. Mais c'est ce qui fera qu'on apprécie ou que l'on soit sensible à un genre plus qu'un autre. D'ailleurs, en voyant Madre à côté de Relique, ça me fait penser à une petite devinette réajustée. Deux mères et deux filles dorment chacune seules dans leur lit. Mais il n'y a que 3 lits. Comment est-ce possible? N'hésitez pas à me donner votre réponse dans les commentaires. On va pouvoir prolonger davantage ces notions de forme et de langage dans un film qu'une poignée de gens auront su apprécier, véritable cauchemar pour les autres, Nightmare Island. Qui, au premier abord, c'est la confusion, l'incompréhension, fouillée et bordélique, constamment entrecoupée de nouveaux enjeux, sans avoir le temps de s'imprégner de chaque élément, créant une distance affective avec le spectateur. Il n'est pas chose aisée de conserver le fil de l'intrigue, avec cet effet d'une série condensée en un film. On sent un potentiel énorme jamais totalement exploité, avec une dernière partie qui manque d'ampleur. Sans parler de la promotion du film et de son titre qui paraîtront presque mensongers pour beaucoup, surtout quand on a le titre original qui semble plus en accord avec l'aspect fantastique. Et pourtant, ce film regorge de bonnes idées, de bonnes intentions, cherchant à mélanger et diversifier différents registres de langage et de cinéma. Dans une île, une industrie de cinéma qui devient le royaume de l'imagination, le reflet inconscient de toute la création. Tous les personnages ont leur propre chemin, leur propre mise en scène se déroulant sur plusieurs niveaux. De manière personnelle et individuelle, puis de manière collective, où tout va s'entrecroiser, se superposer dans un milkshake d'éléments de rebondissements qui communiquent, se répondent les uns sur les autres, les uns dans les autres. C'est l'histoire dans l'histoire, un rêve emboîté dans un autre rêve, à l'intérieur d'une simulation virtuelle, elle-même enchevêtrée au purgatoire dans la mémoire d'un esprit, rejoint le souvenir d'une réalité alternative noyée au milieu d'une boucle temporelle, et scénarisée dans le livre d'un film. Chaque situation a une double voire triple lecture, plusieurs couches, plusieurs visages aux fantasmes, rêves et désirs, dont il va falloir déconstruire la structure pour accéder à ce qui est enfoui au plus profond de notre matrice. Cette lampe magique dans laquelle on est enchaîné et prisonnier de tous ces fantasmes de surface. Souvent utilisé comme compensation, illusion pour oublier et se dissimuler à soi-même son souhait véritable. Mais encore faut-il avoir la force et le courage de s'y confronter, de l'accepter et de se changer.
C'est une caverne aux merveilles, où l'on peut interpréter et projeter tellement de choses. C'est un labyrinthe de l'esprit aux sources d'inspiration illimitées, dans lequel tout se rejoint dans une seule et même volonté. Trouver sa vérité à travers les formes de nos tourments. C'est un film à concept, rempli de références, de symboles, une énigme dont il faut avoir les clés, les grilles de lecture pour y déceler toutes ces richesses. Comme les personnages, cela demande des efforts pour passer outre les illusions de nos fantasmes et recomposer le puzzle de son âme. C'est un voyage introspectif pour regagner la réalité. Tel un conte, un rêve bleu duquel on se réveille et dont la plupart des choses auront été oubliées. On poursuit avec un autre film aux multiples retournements de situation, parfois complexes, où l'on ne sait plus qui quoi qu'est-ce, Les Traducteurs. Comme précédemment, c'est un film où l'on jongle sans cesse entre les personnages, entre les idées, les théories d'une enquête internationale dans laquelle on se laisse prendre. Un jeu de rôle aux nombreux coups de théâtre menant de piste en fausse piste, alternant les genres de cinéma pour relancer une intrigue rondement menée et ficelée. Un huis clos intéressant et divertissant qui interroge le monde littéraire et culturel dans une démarche commerciale. Un film qui m'a également fait penser à un autre au même fonctionnement, cette fois-ci dans le commerce du cannabis, The Gentleman. Deux films qui mettent en scène deux personnages qui se font face, dans une conversation, dans un jeu du chat et de la souris où chacun se croit le plus malin, le plus intelligent, à travers un dédale mortel pour le premier et une jungle rurale pour le second. J'adore les films qui traitent de la dualité, c'est comme une partie d'échecs de joute entre deux guerriers de même trempe. Jouant sur l'anticipation, l'imagination, la perception de l'un et de l'autre, mais aussi du spectateur par rapport aux données de chacun. Comme ce petit détail auquel le héros n'avait pas pensé et qui revient à la fin pour la surprise, habilement réutilisé ici pour le sublimer. Connaissant les ficelles, les réalisateurs jouent volontairement sur ce qu'on va penser, deviner, pour tenter de surprendre et aller encore plus loin. Difficile à suivre par moments, aux situations improbables, décalées et osées, qui ne sera pas du goût de tous. The Gentleman brille par son humour, ses dialogues, son casting, la narration et la construction des scènes, tout en ayant son lot de retournements de situation qui permettent aussi de changer le point de vue et le sens qu'on attribue aux événements. Des personnages tiraillés entre d'un côté la production, la consommation, et de l'autre le cœur et les valeurs. Un choix à sacrifier ou concilier sur le chemin qui mène sur le trône du roi. Il y a cette façon particulière de raconter une histoire au sein même de l'histoire qui nous est présentée. Véritable mise en abîme de la machine à rêve, autant que dans la fabrication d'une œuvre, d'un individu. C'est un film qui s'amuse avec les codes du genre, de grande maîtrise et totalement jouissif. Petit retour au pays avec cette brochette de bons films, comme Play, qui narre l'histoire d'une vie entière à travers des enregistrements vidéo. Une démarche qui ne peut que nous toucher, nous impliquer, cherchant vraiment à ce que le spectateur fasse partie intégrante de ces instants de vie dans lesquels il se reconnaîtra. Ne s'agissant pas de dire « c'était mieux avant », mais de se replonger dans le soi d'autrefois, tels des photos-souvenirs et faire surgir nos émotions. De par des anecdotes, des faits et gestes anodins, toutes ces petites choses de la vie qui passent et finissent par nous dépasser. L'opportunité de faire un bilan pour ramener nos élans passés, les réactualiser dans notre présent et lâcher prise nos sentiments. C'est un voyage sur la palette de nos émotions, tout en tendresse, en finesse, simple et drôle, et qui, mine de rien, met en abîme la nature même du cinéma. D'autres tranches de vie, cette fois-ci dans un film choral, Selfie. L'un des premiers films que j'ai vu l'an passé en compagnie des amis les achroniqueurs, et qui brasse beaucoup de thématiques, de points de vue divers et variés, à travers le prisme de la technologie et des réseaux sociaux.
Bien qu'inégales, toutes les histoires sont intéressantes et auront une émanation et vocation qui feront écho aux spectateurs. Comme cette course au nombre de vues, nombre d'abonnés, qui devient plus essentiel que le sujet d'origine. Ce sont les apparences, l'histoire que l'on construit autour qui va faire le buzz. C'est notre époque où le moindre fait et geste fera réagir les masses. Et c'est surtout lorsque ça ne va pas que tout le monde s'intéresse, permettant à chacun de vivre par procuration. Mais une fois la résolution ou le but atteint, tout le monde zappe. C'est à l'image même de la consommation du cinéma où il doit se passer quelque chose pour capter l'attention des gens, sinon ils s'ennuient. Il y a une forme d'hypocrisie, d'hérésie, une véritable comédie de la vie que chacun vit au jour le jour. Ce n'est pas seulement une critique amusante de notre dépendance au réseau, mais plus une mise en abîme qui révèle la nature de notre comportement au quotidien. Un film qui fait rire et sourire, autant pertinent que piquant. Toujours dans la thématique des technologies, le film À cœur battant, qui traite d'un amour qui se noie dans la frustration, la possession, les impressions, faisant de cette technologie un élément intrusif, brisant l'imaginaire et le mystère des fantaisies d'une relation. Filmé uniquement par l'œil des écrans de messagerie, la composition du cadre devient un langage à part entière sur l'évolution et l'émotion des personnages. Construit sur la répétition du schéma social et familial, on questionne la place et le rôle de chacun, passant d'une vie à deux à une vie à trois, où les repères et habitudes changent, jusqu'à s'éloigner, comme beaucoup de couples après l'élan des premiers instants d'une relation, fusionnelle et passionnelle, dont le souvenir idyllique nous offrira différentes couches de lecture, jouant habilement entre les illusions de l'intimité et les conflits d'une réalité que l'on ne peut ignorer. On observe jusque dans l'usure l'impuissance et différence d'un couple qui ne sait plus communiquer malgré la proximité, à l'image d'un écran qui ne parviendra jamais à joindre ses deux faces. Un film très personnel pour la réalisatrice, à la fois touchant et poignant, qui nous laisse sur une impression à double teinte, comme le sont les deux titres, quasi opposés dans leurs intentions, et dont chacun y projettera ses propres expériences. On poursuit avec les relations à distance de deux cultures et deux pays différents avec #Je suis là. Et son personnage à la Don Quichotte, confronté à la forme absurde ou pas de toutes ces perceptions idéalisées que l'on se fait tout seul à travers les réseaux sociaux, ou bien juste sur les choses en général. Prenant le spectateur à partie qui veut croire à cette fabuleuse histoire, sans voir qu'elle n'est que le fantasme de l'ego pour se motiver, se galvaniser pour aller vivre des aventures que l'on pensait ne plus pouvoir vivre. Une forme de métaphore sur ce que le spectateur recherche aussi au cinéma. C'est partir ailleurs pour se trouver, se retrouver. La deuxième partie paraîtra ennuyeuse ou inégale pour certains, mais elle a beaucoup plus de sens avec la perception asiatique, notamment avec cette notion du nunchi, qui renvoie à la capacité de comprendre les émotions de l'autre sans qu'il n'ait besoin de l'exprimer. Ce qui pour un occidental n'est vraiment pas évident, avec ce besoin constant de parler, de cogiter, d'expliquer, et ce silence qui est l'une de ses plus grandes angoisses. Tout n'est clairement pas parfait, mais c'est un film optimiste, intéressant et touchant dans son intention, qui pose tout un tas de questions sur la notion du présent et du temps, comme le hashtag dans le titre, et la notion de présence, d'existence. On continue de voyager, cette fois-ci avec Antoine de Maximi dans J'irai mourir dans les Carpates, qui s'amuse avec son image et son concept, avec ce jeu de piste d'une enquête dans les images, donnant tout son sens à tous ses métrages, servant de témoin, de mémoire des aventures d'une vie. Il prolonge le thème du film Je suis là en nous offrant une belle leçon d'optimisme, prenant la vie du bon côté et telle qu'elle se présente à lui, cherchant à partager et échanger directement avec les gens,
et en ne vivant que de l'instant présent. Véritable invitation au voyage, c'est un film original et artisanal, palpitant et prenant, parfois surprenant, sans prétention ni ambition, un simple et authentique petit plaisir qui sort des sentiers battus cinématographiques. Les 2 prochains films sont aussi poétiques que dramatiques avec La dernière vie de Simon, qui tente de réanimer les émotions des grands classiques d'autrefois. Un hommage rempli d'humilité par l'intervention du fantastique qui donne des ailes à la pensée, arboré de paysages bretons de toute beauté, évocation de mythes et de légendes anciennes. Développant avec sensibilité une histoire déroutante et surprenante, cette fable de l'adolescence faite de contradictions, de paradoxes, partagée entre ce que l'on est et ce que l'on pense devoir être. Ce qui est fort, c'est le don de ce Starman, qui à la fois représente les changements physiques et psychiques de tout individu, mais c'est surtout un pouvoir empathique, la faculté de comprendre et ressentir l'autre, au-delà des apparences. Avec néanmoins quelques réserves sur 2 parties peut-être inégales, une usurpation pas forcément exploitée et quelques incohérences sur le choix ou réaction des personnages. On peut aussi voir le film avec le fil conducteur de l'amoureux de lumière, ou au contraire celui du lâche de l'ombre, qui fuit inlassablement la réalité et la vérité pour ne jamais s'y confronter. Mystérieux et envoûtant, c'est une œuvre singulière, inspirée avec un sens du merveilleux, brassant nombre de thématiques et de symboliques aux multiples formes, à l'image des noms et de son titre, cette éternelle vie sans fin. Et le second film avec là encore un casting aux petits oignons et rempli d'humanité, Adoration, et sa fable déchirante d'un premier amour aux pulsations sanguinaires, marqué par le trouble mental et la fascination de 2 partenaires voguant à travers les brumes de l'après-monde, fait d'enchantement et de néant. Une histoire touchante et poignante dans les méandres d'une nature hostile et fragile, à l'image de cette jeune fille, déviante et menaçante, et de son jeune prince, innocent et attendrissant. Une étude sur l'envie et la folie, sur l'asymétrie d'un ressenti imperceptible et inaccessible qui s'apparente à la démence, prenant d'autant plus de force et d'envergure lorsqu'on le mêle aux 2 autres films du réalisateur, Calvaire et Alléluia, aux fortes résonances christiques. De par sa tonalité et sa radicalité, et malgré des qualités évidentes, le tout paraîtra assez troublant et difficilement touchant pour le public non averti. Pour les autres, il en émanera une intensité rare, l'élévation vertigineuse dans un voyage initiatique et poétique, cruel et passionnel jusqu'à l'acte sacrificiel. 2 autres films qui racontent l'histoire d'une famille qui se réunit pour soutenir une personne en fin de vie, suite à la maladie. Le premier, Blackbird, que j'ai trouvé excellent dans sa manière de composer chacun des personnages, arborant tous une forme de souffrance, de maladie sociale ou comportementale, avec différents angles d'approche de l'euthanasie, personnelle, émotionnelle, morale et légale. De l'humour très bienvenu qui à la fois permet de relâcher la pression et à la fois montrer la force de ce registre qui fait souvent mouche et touche droit dans le mille, passant outre les barrières des apparences et de sujets parfois douloureux à évoquer frontalement. Et le second, The Farewell, qui n'est pas exceptionnel en soi mais qui m'a quand même laissé une impression, une émotion. Si dans l'un c'est la personne qui choisit sa fin sans consulter sa famille, en portant sur ses épaules la douleur, dans l'autre ce sont les proches qui font le choix de garder la personne mourante dans l'ignorance, portant conjointement le fardeau pour l'épargner. Comme on le voit dans Blackbird avec ses 2 sœurs magnifiquement bien interprétées, c'est l'ego qui les guide,
et il n'y a que par l'expression des non-dits et la résolution des conflits intérieurs qu'ils peuvent alors accéder à la perception de l'autre. Là où en Asie, à force de penser aux autres, ils peuvent en oublier l'individualité propre de chacun. C'est très intéressant de voir ces deux façons de procéder, car d'une culture à l'autre, les sensibilités sont différentes, ainsi que le rapport à la famille, la façon de communiquer, de verbaliser, de formuler, ou tout simplement d'aborder les choses du quotidien, créant des subtilités que l'on ne percevra pas forcément. Dévastateurs mais remplis de pudeur, les deux films portent le regard sur la préparation à dire au revoir. Comprendre et accepter pour s'apaiser et tendre vers la voie de la sérénité. Je profite de cette thématique délicate pour faire un aparté sur un film d'Ari Aster, Midsommar, avec une scène de suicide terriblement choquante dans sa manière, mais qui pourtant, dans son intention, est de pointer du doigt le choix, celui de partir librement pour éviter d'être confronté à la dégénérescence. Et l'on poursuit notre voyage avec une escale dans l'animation avec Dreams, petit produit danois à la belle photographie parfois proche de la peinture, avec la thématique du monde des rêves, illustrant d'abord la liberté de la pensée, puis basculant dans l'envers du décor, celle d'une réalité qui façonne l'imagerie. Mais que se passerait-il si l'on pouvait influencer le réel à travers nos songes? Deux faces d'une même pièce ou de deux époques que l'on a vécues, que l'on vit en ce moment, dont l'une dépeint la magie de l'imagination, liée à une forme d'innocence, et l'autre, ce besoin de puiser dans le réel pour donner une forme de véracité à ce qui est raconté, en allant voir les mécanismes dans les coulisses de la fabrique des rêves. Un petit film dont les enjeux ne seront peut-être pas assez importants pour séduire, mais qui reste très intéressant dans ses thématiques. On change complètement de continent pour cette fois-ci une animation d'origine coréenne, Nous les chiens, qui s'inspire de la peinture traditionnelle coréenne favorisant le dessin manuel, plutôt que l'utilisation de l'informatique. Il y a cette idée répandue que le chien a une place spéciale auprès de l'homme, et fort est de constater déjà les horreurs qui lui sont faites, mais que dans un aspect général, à l'heure actuelle, un animal qui n'a pas de propriétaire, de maître, est considéré comme nuisible. Un film aux nombreux messages évidents, mais qui cherche aussi à travers les animaux le meilleur de l'homme, qui semble dépérir d'année en année, comme cette nature sauvage et verdoyante. Émouvant et brillant, c'est une œuvre qui n'est pas tendre avec ses acteurs. Rien n'est édulcoré dans l'odyssée de cette meute en quête de liberté. Une ode à la vie, à l'harmonie. Il pourra peut-être paraître classique et pas totalement convaincant, et pourtant perçu du point de vue coréen, cela peut prendre un tout autre sens. On continue notre petit voyage de l'animation en nous arrêtant de l'autre côté de la Corée du Sud pour atteindre le Japon et ses enfants du temps, qui s'intéressent avec brio à ce lien si naturel, voire spirituel entre les phénomènes météorologiques et psychologiques chez tous les êtres vivants. Lucide et objectif sur l'inéluctabilité de ces bouleversements, l'œuvre ne se montre jamais moralisatrice ou dans le jugement, s'agissant plutôt d'en accepter les changements, plutôt que de vouloir les contrôler. Entre le réalisme et le lyrisme, c'est une œuvre mature. Tout est connecté, interconnecté comme les cellules d'un même corps. D'une maîtrise éblouissante aux couleurs fulgurantes, on ne pourra qu'être fasciné par l'arborescence de lumière, cette résonance à nos prières. Néanmoins, il pourra planer un petit nuage d'ambiguïté sur certaines séquences et le message véhiculé, ayant là encore différentes connotations selon sa culture. Il ne reste plus qu'à traverser le Pacifique pour atteindre notre prochaine destination, alors en avant.
Dans cette aventure qui nous pousse à croire plutôt qu'à savoir, à prendre des risques en suivant son instinct pour mener à son destin, et que les chemins ne sont pas toujours ce que l'on pense. En avant est une œuvre très personnelle pour le réalisateur, qui s'inspire de sa propre histoire. Montrant que le cinéma est l'expression de nos émotions, la mise en scène d'un vécu que l'on transforme, pour le partager et donner un sens véritable à ce qui nourrit ces mondes fantastiques que l'on définit comme magiques. Beaucoup de références à des mythes, des légendes, l'univers des jeux de rôle et de plateau, ou des RPG qui n'ont d'autre vertu, d'autre but que de motiver, d'inspirer, mais surtout de réunir et de nous voir grandir. Pour beaucoup, cette nouvelle production ne sera pas à la hauteur des précédentes. Rythme effréné qui ne sait pas se poser, avec des idées recyclées, peu inspirées, et l'absence de la figure emblématique d'un antagoniste. Avec douceur et profondeur, En avant est une invitation à rêver, à voyager, à toujours aller de l'avant, non pas pour trouver la chose fantasmée, mais laisser son souhait le plus cher se révéler à nous. Le prochain récit est totalement différent et en même temps très ressemblant, 1917, qui narre l'aventure d'individus ordinaires qui vont éprouver la douleur, être tranchés dans l'horreur, mais aussi transcendés par les lumières des flammes de l'enfer, vision spectrale d'une imagerie onirique et fantastique, de celles qui ont inspiré des auteurs comme Tolkien, en sublimant les monstruosités qui n'ont pas leur place dans le monde des vivants, ainsi que la bravoure, le courage, la compassion, toutes ces valeurs qui leur ont permis de survivre. C'est une véritable expérience émotionnelle et sensorielle, dans laquelle le spectateur est projeté, et tel un nouveau-né, il va souffrir et grandir, en suivant la loi et voie de ses pairs, découvrant l'amitié, la fraternité, accompagné puis laissé seul, pour finalement s'accomplir et se rendormir sous l'arbre de nos vies. C'est un rêve éveillé d'une journée qui traduit les épreuves quotidiennes de ces soldats dans leur intégralité. Une boucle perpétuelle, métaphore du cheminement de l'existence de chacun, qui alterne entre guerre et paix, jour et nuit, investi d'une quête éphémère qui trouve un sens dans les prières. Une illusion faite de résiliation. Ce sont toutes ces couches de lecture, ces couches historiques et dramatiques, qui nourrissent les fondations de toutes ces fresques épiques et tragiques remplies d'héroïsme, de lyrisme. L'étincelle universelle de toutes ces fables qui traversent les âges, faits d'hommages et d'héritage. À l'image de son personnage principal, certaines œuvres ont pour mission de délivrer un message, témoin de la mémoire et porteur d'espoir. On continue sur un voyage très particulier, également fait de guerre et de temps, avec pour seul mot-clé Tenet, qui ouvrira de bonnes comme de mauvaises portes, oscillant entre l'aperçu, le prévu, le déjà-vu du début, l'envisageable, improbable du possible, ce qui aura eu lieu. Le temps, notion d'obsession, de fascination pour son auteur, qui parvient encore une fois à renouveler et bouleverser tout son univers. Un héros sans nom, noyé dans l'entropie d'une chronologie, dans une guerre sans repère, où les mêmes causes n'ont pas les mêmes effets, où les conséquences se superposent de reflets, une lutte contre la peur viscérale de l'arrêt. Par l'impulsion de l'inversion du protagoniste, froideur et douleur pour l'antagoniste. Le trou noir du cœur s'oppose au manège des heures, le train de la vie qui trouve son chemin dans la boucle du temps. Un renversement temporel d'un mouvement perpétuel, comme celui de nos esprits qui inlassablement tentent de capter ce présent, cet instant, d'imaginer comment s'agencent et avancent les événements, autant vers le passé que vers le futur. Mais essayer de l'aborder, c'est déjà l'avoir perdu.
Pour les plus initiés, les serruriers de l'âme, ils y verront la projection d'une énigme antique, celle d'un carré magique aux multiples interprétations. C'est l'axiome de tous ces palindromes, la voie vers des concepts et préceptes à la fois mathématiques et philosophiques. L'hypercentre où s'entremêle l'architecture filmographique et métaphysique de Christopher Nolan. Mais n'essayez pas de comprendre, ressentez. C'est le message qu'il nous livre, de ne pas réfléchir ces films, mais d'essayer de les vivre. Résumé dans cette magnifique double scène de danse, qui favorise la spontanéité, l'instinct. Il suffirait de lâcher prise pour vibrer. Impressionnant et passionnant pour certains, épuisant et frustrant pour d'autres, des impressions controversées pour des perceptions inversées. Tenet nous invite à voir le monde autrement, à le penser différemment. Ce n'est pas de saisir qui importe, mais de découvrir, être inspiré, fasciné par des expériences spectaculaires, qui seront l'essence de notre imaginaire. Des traces émotionnelles et passionnelles qui se répercuteront dans le temps. Un élan vers l'avant, pour sauver l'humanité. Le prochain film est un cas, traitant également d'un renversement non temporel mais personnel, celui de Richard Jewell, qui narre la vie d'une personne accablée et persécutée par des forces qui le dépassent, jugée sur son apparence dans un monde dépourvu de clairvoyance. C'est la tragédie d'un homme bienveillant détruit par ce en quoi il voulait croire. Un système fondé sur des avis aléatoires, des théories de comptoir, où tout ce que l'on dit devient le potin du matin. Monté en épingle et répété, interprété, remanié, tout est amplifié, médiatisé. Où chacun exige des réponses, y va de son petit commentaire pour s'exhiber, se valoriser à travers les tribulations d'un bouc émissaire. Une histoire passée qui nous rappelle grandement l'actualité, mais aussi toutes ces mascarades des réseaux sociaux. Un jeu de société, une télé-réalité, où l'on cherche à étouffer la vérité. Ce n'est plus réfléchir qui compte, mais réagir. C'est la course au buzz, au scandale et à l'horreur qui permettent de capter l'attention. On a dit, il paraît que, sont devenues les sources de référence. Une nouvelle forme de connaissance. Plus besoin de prouver, il suffit d'accuser. Ce qui est plutôt bien traité aussi, c'est ce manque de décence, de considération envers l'autre, à la fois morale et empathique. Sauveur ou manipulateur, simple hasard ou la fabrication d'un art, c'est toute l'industrie du cinéma qui est mise en abîme, parfois adulée, parfois fustigée, servant souvent des plats préparés, réchauffés, car ils savent ce qui va fonctionner. Les chiffres de l'audimat sont révélateurs des spectateurs complices, de ce qui se passe en coulisses. L'hypocrisie de l'humanité, ce grand jeu dans lequel chacun prend place et continue à nourrir ce qu'il prétend combattre. Seul contre tous, il devient la figure emblématique et universelle du héros, dans son ascension comme dans sa chute. Un héros aux croyances et à l'innocence telle qu'il en est une hérésie pour les autres, un bug dans la matrice, ne pouvant croire qu'il puisse exister autre que dans les fictions. Un film prenant et puissant et de grand talent, qui rend hommage et surtout honneur à un homme ordinaire dont les valeurs en font finalement un être extraordinaire. On continue dans la bêtise humaine avec un film qui leur adresse un message « Adieu les cons ». Une des perles de l'année, rythmée et maîtrisée, distrayant, haletant, qui contient tous les ingrédients du cinéma. Atypique et dystopique, ineptie et ironie, l'absurde, les certitudes, la folie, la vie, engagée et désespérée. Quelques références à la BD et au cinéma des Monty Python, à qui il rend hommage et qui a toujours été d'une grande inspiration pour le réalisateur, qui a toujours beaucoup de mal à exprimer sur papier toutes les histoires qu'il souhaite raconter et qui parvient ici à magnifier ce monde sinistré. Avec un final qui pourra en ébranler plus d'un, c'est la détresse de la condamnation qui se transforme en voyage fou,
pour libérer les vivants de leurs inhibitions. Un mélange de genres, pessimiste et optimiste, comme ces deux personnages qui s'opposent, comme la vie et la mort, comme ce traitement tragique et comique. C'est un conte émouvant et touchant, imprévisible et résilié, qui constate toutes les aberrations de notre société. Mais c'est aussi un film qui cherche à unifier plutôt qu'à séparer, en appelant à réinvestir la solidarité, l'humanité de chacun, d'ouvrir les yeux avant de dire adieu. Des vies brisées qui laissent des messages pour les futures générations. C'est ce qui nous mène vers un autre film décalé et maîtrisé dans ses ruptures de ton, Jojo Rabbit. Une histoire que l'on va suivre à travers les yeux d'un enfant, où la plus grande crainte devient la liberté de penser, l'expression de soi dans un effet papillon. C'est ce contraste entre la gravité et la légèreté qui rend le récit très émouvant. De même pour les personnages qui sont à la fois touchants et amusants. Il y a tout un jeu affectif, éducatif, de remplacement par la présence et l'absence, où chacun va prendre le rôle d'un autre pour l'incarner, le manifester. C'est le cœur du film, ce mélange de délire et de fantasme, d'imagination et de fabulation théâtrale et mentale. On joue avec la perception et les degrés de lecture aux multiples références. Ce Fureur est à la fois la fiction délirante qui était véritablement enseignée, endoctrinée, mais aussi l'ami imaginaire, la quête identitaire, la psychose hallucinatoire, l'échappatoire, tout autant qu'un guide spirituel, une emprise invisible et maléfique, fantomatique. En ce sens, c'est aussi un film qui met en garde contre les travers de l'héroïsme et du pouvoir, celle des médias, du cinéma, de la fiction et de l'imagination qui peut totalement aliéner son rapport à la réalité. Toutes ces choses ludiques et charismatiques fonctionnant sur la représentation et la communion des masses. Enfermé dans cette maison, c'est un voyage de retour vers le réel. Une longue introspection pour se trouver, se transformer et pouvoir enfin se libérer. Poignant et pertinent, c'est un film original sur un sujet délicat qui dédramatise et nous fait prendre du recul. Il n'y a qu'un pas à faire pour s'ouvrir et grandir. Cette première danse de l'enfance laisse place à celle de l'adolescence, dans cet été 85. Et la promesse de la jeunesse, faite de passion, d'aventure, d'insouciance, pouvant encore rire au nez de la mort. C'est le cœur qui s'éveille, s'abreuvant du plus beau des sentiments, la beauté de l'instant. Mais c'est aussi le temps des pactes, des liens qui s'enracinent et s'enlisent. 2 saisons qui se succèdent, comme une étape à franchir vers ce monde plus sombre. Avec cette dualité au casting de grands talents, l'un qui se veut libre, inaccessible, loin de toute préoccupation triviale, il veut vivre et offrir le fruit de ses expériences avec le monde entier. L'autre, plus rêveur et lunaire, cherchant l'exclusivité, l'appartenance envers l'être aimé. C'est la figure du guide qui révèle et élève les autres vers d'autres horizons. Le soleil qui suscite une forme d'admiration, d'adoration, mais qui consume de l'intérieur, ne pouvant vivre qu'à travers sa lumière, avec cette forme d'obsession de possession du corps, viscérale et animale. Un état de transe pour un rite antique et symbolique, un précepte transitionnel et fusionnel, accompagnateur et libérateur. La passerelle vers le spirituel. La force du film, c'est aussi la mise en abîme d'un personnage qui raconte une histoire comme il l'a écrite. Tout comme le réalisateur le fait pour cette histoire, qu'il avait lue étant jeune, devenant à la fois la réalité du livre, le souvenir de ce qu'il avait ressenti et la maturité du temps écoulé. Là où ça devient intéressant, c'est quand on sait que la plupart des thématiques du livre ont déjà été explorées dans sa filmographie. On peut dire qu'il réalise tardivement ici son premier film, celui qui l'a suivi tout au long de sa vie.
Et encore plus fort lorsqu'on sait que l'auteur du livre s'est lui-même nourri des secrets qu'on lui avait confiés pour raconter son histoire, posant des questions sur la vision idéalisée, la réalité, la fiction, l'émotion ou encore la création. Peut-on inventer les gens qu'on aime? Existe-t-il sur le moment ou dans notre mémoire? Ce qu'on écrit, ce qu'on décrit, ce qu'on retranscrit, est-ce une composition ou une révélation? C'est la puissance de l'écriture que de puiser dans son vécu, se créant soi-même le personnage de sa propre histoire, dans une quête perpétuelle d'authenticité, de vérité que l'on ne peut rattraper. L'on ne peut que sublimer les douleurs passées pour trouver un sens et la force de tout surmonter, de tout affronter. Romantique et nostalgique, c'est un film qui tente de reconstruire des images que l'on dessine dans chacun de nos souvenirs. Et l'on finit cette danse en 3 temps sur une petite merveille danoise, Drunk. Un casting aux petits oignons et fait maison, cher au réalisateur, qui met en scène ce groupe d'amis usés et fatigués par l'ennui et la monotonie, la solitude et les habitudes, n'ayant plus le goût du risque, la curiosité de leurs années passées. Ils vont alors étudier et disserter les tréfonds de l'âme humaine à l'aide de breuvages venus du fond des âges, explorant les limites de cette vertu sans aucune retenue, retrouvant ainsi l'énergie qui s'était flétrie pour rechercher l'authenticité d'une pensée, la spontanéité créatrice, sans être altéré par les responsabilités, cette objectivité calculée, aseptisée. Tout semble être une question de dosage, à l'image de son réalisateur, naviguant sur la corde raide avec un sujet libérateur et révélateur, mais aussi dévastateur. Utilisant très habilement les grands noms de l'histoire, ayant trouvé le courage et l'inspiration au fond d'un verre. Construit avec grande minutie, c'est un film sur l'échange, le partage, l'éducation et la transmission. À l'image de ce que nous offre le cinéma, avec cette dose quotidienne de passion et d'émotion que l'on consomme pour réenchanter les couleurs de son existence. Il ne s'agit pas de perdre le contrôle, mais de s'ouvrir, de s'agrandir à travers ce qui nous contrôle. Le mouvement des corps, repoussant la mort. Cette ivresse de la jeunesse qui donne envie de crier, de voler, de courir après le désir même de vivre. La belle catastrophe, franchissant toutes les frontières et les barrières, atteignant quelque chose de plus grand que nous. La réunion générationnelle et personnelle, festoyant à l'unisson. Une voie de retrouvailles dans la célébration de la vie. Et pour le dernier film, qui parle également d'ivresse, mais de sagesse, Dans un jardin qu'on dirait éternel, qui suit l'histoire d'une initiation à l'art du thé. Tout en finesse, en délicatesse, c'est un apprentissage, un langage où chaque élément, chaque ingrédient va tisser, infuser la gestuelle de ce rituel, fait d'humilité et de spiritualité. Au début, c'est très mécanique, puis à mesure que l'on avance, tout devient très poétique. C'est le thé de la sérénité, ce rêve que l'on s'est fixé pour ne jamais être figé. Un objectif sans victoire, simplement un mouvement permanent qui requiert notre présence, notre constance. Ce n'est pas la logique mais la pratique. Pas l'immédiateté ou la finalité, mais la fluidité, la continuité. Pas l'explication, mais l'inspiration. Il y a une cohésion entre la préparation et l'introspection, qui, à force de répétition, au rythme des saisons, conduit vers la compréhension, une révélation savoureuse et silencieuse. Il ne s'agit pas de repousser l'inéluctabilité ou d'échapper à la réalité, mais d'en éprouver la quintessence, s'imprégner de son essence. Ce n'est qu'au sein du vide que réside le sensible,
et que tout devient alors possible. Rien n'est plus compliqué que d'atteindre la simplicité. Le bonheur se trouve dans les couleurs et les saveurs, celles qui nous enivrent le cœur. Ce sont toutes ces petites choses banales et anodines que l'on voit, que l'on vit, qui ne prennent sens qu'au fil du temps. On peut également y voir une tentative d'unifier sa nature intérieure et les forces extérieures. Ce rapport entre le corps et l'esprit, le fond et la forme que l'on retrouve au cinéma, l'aspect visuel étant souvent perçu au détriment du fond. Mais le sens contenu au fond peut aussi rejaillir et resplendir à travers l'esthétisme. Lentement mais sûrement, c'est une œuvre de contemplation, de méditation, un processus de transformation qui mène le thé vers la beauté cachée. Un film qui nous dépeint une route, un chemin vers, une émotion profonde de plénitude, de quiétude, un sentiment qu'on dirait hors du temps. Sublime de mise en abîme, c'est une cérémonie de la vie, qui tend sans cesse vers l'harmonie. Ce n'est pas le plus beau ni le meilleur, mais il possède cette forme de synthèse absolue et résolue. Et nous arrivons à la fin de notre grande épopée de 2020. Le cinéma semble avoir perdu de son splendide, non pas à travers sa qualité, mais sa quantité. Avec l'accumulation, la consommation, le spectateur proclame une forme d'exigence, d'insistance envers la moindre note qui lui paraît non conforme, non réaliste. Le cinéma est devenu ce que les gens brodent autour des films plutôt que les films en eux-mêmes. Avec cette obsession de devoir donner son avis, cette pression de faire partie d'une catégorie. Avec ses emballages, ses étiquettes et ses cases. C'est toutes ces classifications, ces informations qui empêchent les sensations et les impressions de prendre corps. Oubliez les acquis, les on-dit, tous ces débats d'avant les séances. Qui l'a fait, qui joue dedans, à quoi ça va ressembler, et pour qui, et pourquoi. Toutes ces bandes-annonces qui poussent à consommer, assommer de préjugés. Toutes ces connaissances, ces références, faites d'anticipation, d'explication, sont comme un poids qui vient écraser les épaules de tous ces films, n'ayant pour la plupart même pas encore été visionnés, ou même tournés, au point que le spectateur cherche constamment comment se donner envie de regarder un film. Ce n'est pas le cinéma qui se meurt, mais la passion et la considération. L'art et le cinéma sont avant tout un plaisir, qui valorise la création et l'imagination. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les formes d'expression possibles, que ce soit pour se divertir, réfléchir, se cultiver ou rêver. C'est cette diversité qui est si passionnante et fascinante. Qu'un film soit bon ou mauvais n'a aucune importance. Cela fait partie de la richesse des expériences que l'on prend plaisir à partager. Ce qui compte, c'est la curiosité, l'humilité avec laquelle on se plonge dans les univers fabriqués par autrui. Déposez vos bagages et déchaussez-vous avant d'entrer dans la salle. Ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous surprendre. Rendez-vous disponible pour faire surgir l'émotion d'elle-même, celle qui change le regard que l'on porte sur ce qui nous entoure, mais aussi sur soi-même. Continuez à voir des films en espérant que cette nouvelle année soit aussi riche que les précédentes. Je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.